Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour cet épisode, on va parler des podcasts du groupe Prisma. Prisma Media, c'est le magazine Capital, Harvard Business Review, mais aussi Voici, Femmes Actuelles, Géo, Télé Loisirs et plein d'autres marques. C'est un géant dans le secteur de la presse magazine. Et ce qui est remarquable, c'est à quel point le groupe investit dans les podcasts. Pour en parler, je reçois Lomig Guillot, journaliste, rédacteur en chef du mensuel Management Magazine et rédacteur chef adjoint des hors-séries du magazine Capital. Bonjour Lomig. Bonjour Anthony. Alors, ce que je trouve très intéressant avec Prisma, c'est que dès 2017, Prisma complète son offre et investit également dans l'audio. Tout a commencé avec un partenariat avec Deezer, en proposant une version parlée d'articles des différents magazines. Et puis, petit à petit, on a vu naître des podcasts distribués sur toutes les plateformes. Alors, il y a eu la saga des marques en 2018, ou même le Flash Echo de Capital, un podcast quotidien, toujours en activité. C'est d'ailleurs très avant-gardiste d'avoir proposé un tel format, un flash sur les actus économiques. Ce podcast est proposé depuis le début en source d'actualité audio via les assistants vocaux. Alors il me semble, Lomig, que ton premier passage au micro avec Prisma Media, c'était pour le podcast Les Génies du numérique à partir de 2019, toujours pour Capital. D'où est venue l'idée et comment ça s'est mis en place concrètement ce podcast ? En fait, on m'a proposé de rejoindre une cellule qu'on a créée en interne chez Prisma en transverse, ce qu'on appelle une task force audio, une petite équipe en fait où on se charge de développer l'audio et les podcasts pour le groupe. Donc on a chacun notre casquette. Il y a un spécialiste de la tech, un spécialiste du marketing, un spécialiste de la monétisation et de la pub, etc. Et moi j'ai plutôt la casquette éditoriale. Et donc on m'a demandé au sein de cette cellule de voir comment on pouvait développer des contenus audio pour les différentes marques du groupe et accompagner les rédactions dans la création de podcasts pour nos marques. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je commence par m'appliquer à moi-même les conseils que j'allais essayer de donner aux autres et donc de créer moi-même quelques podcasts. Et le premier, effectivement, c'était Les Génies du numérique. À partir l'idée, c'était assez simple, c'était de voir comment on pouvait décliner un contenu print en audio, voir si c'était assez naturel ou si ça demandait beaucoup de travail d'adapter certains de nos contenus en version audio. Et ça s'y prêtait plutôt parce que c'était un hors-série avec beaucoup de portraits de génies du numérique, donc des grands patrons, des grands entrepreneurs, de Xavier Niel à Jeff Bezos, en passant par Mark Zuckerberg et d'autres. Et donc, on a travaillé sur une adaptation en fait de ces portraits en podcast. Tu veux dire qu'en fait, à la base, c'était un podcast qui était en complément du hors-série en magazine, en fait. Oui, on l'a fait un petit peu après, donc c'était pas vraiment en complément, c'était voir si on pouvait faire vivre autrement nos contenus, puisque donc Prisma Media, c'est à l'origine un groupe de presse magazine. On s'est effectivement beaucoup diversifié sur le web, sur la vidéo, et on est un groupe on se veut, nous, producteurs de contenu. Pour nous, le cœur de nos métiers, c'est produire, imaginer des contenus. Et on s'est rendu compte que l'audio était finalement une façon assez naturelle de prolonger l'existence de nos contenus. Il y a beaucoup plus de liens entre l'écriture magazine et l'écriture audio. C'est beaucoup plus facile pour nos journalistes qui sont encore dans les magazines et qui travaillent pour nos magazines de développer des produits audio finalement que de la vidéo. Le travail de la vidéo est finalement très différent de celui de l'écriture magazine, alors que le travail de l'écriture audio est assez proche. Il y a plus de passerelles naturelles. Ça vient aussi sans doute du fait que l'audio et la radio en particulier sont, contrairement à ce que beaucoup pensent, des médias qui, à mon sens, sont très écrits. Ça demande quand même beaucoup d'écriture. On en a la preuve d'ailleurs aujourd'hui, puisque avant cet enregistrement, tu m'as partagé une partie du script de ton podcast qui est très, très écrit. Et je pense qu'effectivement, voilà, c'est assez naturel de passer de l'écrit à l'audio. Alors en août 2019, Prisma devient le diffuseur officiel des podcasts adaptés en langue française du célèbre studio américain Wondery. On a pu écouter Docteur la Mort, la version de Dr Death, traduit dans la langue de Molière. Et toi, tu deviens la voix française de Guerre de Business, l'adaptation de Business Wars, disponible dès novembre 2019. Alors ce podcast raconte les histoires de rivalité économique, les affrontements entre deux géants du soda ou deux géants automobiles par exemple. Concrètement, Prisma paye une licence de diffusion ? Quel est l'intérêt d'un tel accord avec le studio américain ? Non, en fait, Wondery nous a rencontrés parce qu'ils cherchaient un partenaire pour la diffusion de leur podcast. Ils se sont lancés dans pas mal de pays en même temps. Guerre de Business aujourd'hui, alors j'ai peur de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 7 langues différentes qui existent. C'est assez marrant d'ailleurs à écouter, une fois en allemand, une fois en portugais pour le Brésil. Enfin, il y a plein de langues différentes. Et donc, pour répondre à la question, ils cherchaient un partenaire. C'est un accord de diffusion
qui repose essentiellement sur la monétisation des podcasts. Donc, on commercialise les podcasts en France et on partage avec Wondery les recettes publicitaires. Donc en gros, vous chargez de l'adaptation et eux, tout ce qu'ils demandent, en fait, c'est que si vous mettez de la pub, ils prennent un certain pourcentage, c'est ça ? Oui, en gros. On décide ensemble des thématiques qu'on a envie de traduire, des sujets qui nous semblent intéressants pour le marché français, parce qu'il y a quelques guerres de business qui sont très américaines entre des géants qu'on ne connaît pas forcément, nous, ici en France. Donc, on choisit avec eux les saisons qui nous semblent les plus intéressantes pour le public français. On travaille l'adaptation avec eux. En général, la façon dont ça se passe, ils nous proposent une première traduction assez sommaire des scripts que je retravaille moi directement, donc il y a beaucoup de boulot d'adaptation. Ensuite, on enregistre les versions françaises, c'est remixé chez eux pour garantir la ligne éditoriale et le respect du format. On travaille vraiment comme du doublage de série. D'ailleurs, on enregistre non pas chez Prisma avec nos moyens à nous, mais dans un studio qui travaille beaucoup avec Netflix, qui fait du doublage de séries. Wondery a un partenariat aussi avec ce studio. Donc ça demande un gros travail d'adaptation parce qu'il faut que le texte évidemment soit fluide et compréhensible et clair en français, mais il faut respecter absolument le timecode de la version originale pour tous les effets sonores, et c'est un podcast qui est extrêmement riche en effets sonores, qui est très produit, donc ça nous oblige à une vraie gymnastique pour enregistrer ça. C'est vraiment comme le doublage d'une série. Est-ce que vous avez des objectifs de revenus à fournir à Wondery ? Oui, on s'engage à commercialiser un minimum chaque année les podcasts. Pour être honnête avec toi, au tout début, j'étais pas spécialement très fan de guerre de business. Alors, j'ai pas tout de suite accroché en fait avec les premières séries Coca-Cola vs Pepsi. Ensuite, il y a eu Nike vs Adidas. C'était Nike Adidas la première. Ouais. Ah, c'était Nike Adidas et ensuite Coca-Cola vs Pepsi. Bah, moi, j'ai d'abord découvert Coca-Cola vs Pepsi. Mais moi, après, j'ai vraiment adoré l'adaptation Facebook vs Snapchat. En fait, c'est même un ami qui m'a relancé en me disant, mais est-ce que tu connais ce podcast ? C'est vrai que là, en fait, j'ai adoré. Alors peut-être parce que ça me parlait plus. Et puis surtout McDonald's vs Burger King, j'ai trouvé ça pareil génial. Et c'est vrai que maintenant je suis limite accro. J'ai trop envie d'entendre la nouvelle saison. On a 6 épisodes qui sont près de la guerre entre Boeing et Airbus. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous proposer le début de la version américaine de cette série-là, Boeing vs Airbus de Business Wars. C'est la version américaine produite par Wondery. Écoutez. By the time the previously poorly understood problem of metal fatigue is identified as the cause, de Havilland is a broken company. Its jet plane is grounded, and it's hurtling towards bankruptcy. Europe's early lead in jet travel vaporizes. But Europe's loss will be America's gain. And that's because a military plane manufacturer called Boeing is about to use the Comet's tragic demise as an opportunity to conquer the civilian jet market. From Wondery, I'm David Brown, and this is Business Wars. Et maintenant, l'adaptation en français avec toi, Lomig. L'image de de Havilland est déjà détruite. Son avion à réaction est interdit de vol et l'entreprise file tout droit vers la faillite. L'Europe a raté l'occasion de devenir leader de l'avion à réaction. Mais le malheur des Européens va faire le bonheur des Américains. De l'autre côté de l'Atlantique, un constructeur d'avions militaires appelé Boeing va profiter de la tragédie du comète pour partir à la conquête du marché de l'aviation civile. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomic Guillot. Guerre de business qui a retrouvé sur toutes les plateformes habituelles de podcasting et puis sur capital.fr.
Oui, c'est vrai que c'est aussi important dans le partenariat qu'on a avec Wandery, c'est qu'on lance ce podcast, on a lancé ce podcast en association avec Capital, et notamment le site capital.fr qui est extrêmement puissant. C'est le premier site d'info éco en France aujourd'hui, largement loin devant les autres, avec près de 11 millions de visiteurs tous les mois. Donc forcément, quand on met en avant nos podcasts sur nos sites et notamment Guerre de Business sur capital.fr, on touche énormément de monde. C'est vrai que moi je trouve ça très très malin d'associer des contenus aussi bons à des marques aussi fortes comme Capital pour Guerre de Business, mais aussi Télé Loisirs pour Docteur Lamort. Exactement, et on espère d'autres bientôt. Prisma avait annoncé 4 adaptations du studio Wandery, donc Dr. Death et Business Wars sont bien disponibles à l'écoute. En revanche, Dirty John, qui a été adapté sur Netflix d'ailleurs, et Over My Dead Body, ces 2 podcasts-là ont été annoncés, mais les versions françaises n'ont toujours pas vu le jour depuis 1 an. C'est pour bientôt ? On espère, c'est des podcasts qui sont très produits, qui coûtent assez cher à réaliser, et donc on les lance quand on est sûr d'avoir un sponsor. C'est pour le moment, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à trouver. Ce sera associé à quelle marque précisément, tu le sais ? Non, pas encore. Peut-être Télé Loisirs, puisque c'est proche de l'univers effectivement Netflix et de l'univers des séries. Alors pour revenir au podcast produit intégralement par Prisma, en mars 2020, Management sort le journal du télétravail. Alors aujourd'hui c'est en hebdo, mais auparavant c'était un podcast quotidien proposé suite au confinement général en France. C'est toi également au micro. Ouais. Alors les bonnes pratiques, les meilleures façons de s'organiser, les aspects juridiques du télétravail. Bref, un podcast de circonstance lancé dès le 18 mars, donc en un temps record. Donc, tu gères le projet seul, tu produis tout de A à Z pour le journal du télétravail ? Oui, alors merci d'avoir choisi cet exemple, et c'est vrai que je suis très content de pouvoir en parler. Je veux quand même dire qu'il y a plus de 40 podcasts et programmes différents aujourd'hui chez Prisma, donc je ne les fais pas tous, heureusement, et loin de là, il y a beaucoup de rédactions impliquées et très actives aussi sur ce sujet. Là, c'est vrai qu'au moment du confinement, ça nous semblait assez naturel avec Management de proposer un podcast autour du télétravail et de ce qu'une bonne partie de la population a découvert à cette occasion, c'est-à-dire le télétravail. Et oui, c'est parti d'une idée comme ça que j'ai eue en discutant avec un des avocats qui est chroniqueur dans Management et qui tous les mois répond à des questions juridiques, qui me disait « Tiens, est-ce que ça t'intéresse de faire une petite interview sur le droit du travail et le télétravail ?» Et je me suis dit, au lieu de faire une interview, on va lancer un podcast et on va le faire en quotidien pendant le confinement. Et oui, je l'ai fait tout seul de chez moi, confiné moi aussi, derrière un micro. Alors pour ceux qui n'ont pas écouté le journal du télétravail avec toi, Lomig, c'est ça. Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de Management. Je suis Lomic Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et puisque le télétravail est de nouveau plus que recommandé par le gouvernement et que vous êtes de plus en plus nombreux à le pratiquer, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce JT avec toujours plus de conseils et de témoignages pour mieux télétravailler. Que vous soyez à l'écoute dans les transports, en home office ou au bureau, merci de votre fidélité, soyez les bienvenus, c'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ton Voisin dans le journal du télétravail. Ton Voisin, c'est le pseudo d'un auteur qui a déjà signé de nombreux ouvrages, des pamphlets sur la bêtise humaine, dit-il sur son propre site. Des livres comme Vivre avec des cons, Travailler avec des cons, Voyager avec des cons ou encore Dîner avec des cons. Il signe en cette rentrée Déconfiné avec des cons aux éditions Pygmalion, un ouvrage dans lequel il est notamment question de télétravail et c'est pour cela que nous le recevons aujourd'hui. Bonjour Voisin. Bonjour Lomig. Oui, je suis reçu par Lomig. Eh ben voilà, enchanté et ravi de vous recevoir. Vous êtes chercheur, dites-vous, en conologie appliquée. Alors peut-être entendons-nous avant de parler plus en détail encore de télétravail. Qu'est-ce qu'exactement qu'un compte bureau ? Un compte bureau, c'est quelqu'un qui va être dans une position, en règle générale, non facilitatrice. Les cons au télétravail, ça ose tout. Tout est dit dans le titre de l'épisode. Je vous invite à vous abonner. Un épisode qui a très bien marché d'ailleurs. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, le journal du télétravail avec Lomic Guillot, qui est mon invité pour cet épisode dans Des Ondes Vocast. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais on peut aussi t'entendre au sein d'un autre podcast de management qui se nomme Manageflix. C'est un podcast avec un coach qui donne des conseils sur les pratiques du management en s'inspirant des personnages de séries télé. Mais il n'y a plus de nouveaux épisodes depuis juillet dernier. Pourquoi ?
Faute d'audience? Oui, c'est une coach, c'est Yael Gabizon avec qui on fait ce podcast, qui est spécialiste du storytelling. Et non, il n'y a pas d'épisode parce qu'avec le confinement, on a eu du mal à enregistrer. Mais on en a quelques-uns prévus, donc c'est quelque chose qui va reprendre assez vite avec, on l'espère, un rythme plus régulier. C'est des épisodes qui font 10-15 minutes, c'est une conversation avec Yael, et effectivement, à chaque fois, on essaye de s'inspirer, de voir comment on peut s'inspirer d'un personnage de série télé pour améliorer sa pratique managériale ou ses rapports avec les collègues. Il y a, je sais pas, négocier comme Tony Soprano ou savoir mentir vrai comme Don Draper, le héros de Mad Men. Alors le groupe Prisma a lancé plein de podcasts ces derniers temps. Alors tous très divers, mais toujours en cohérence avec les différentes marques. Alors cela va de l'horoscope femme actuelle aux théories de fans pour télé loisirs. Beaucoup sont discontinués, mais il y en a un qui cartonne en particulier. Mourir moins con, associé à Genside. Alors un nouvel épisode sort tous les 2-3 jours et on y retrouve des anecdotes du style pourquoi les balles de tennis sont jaunes. Cela rappelle beaucoup le concept d'un autre podcast qui cartonne, chose à savoir, et c'est très malin, je trouve, de s'être positionné sur ce créneau, sur ce type de format. Mourir moins con, écoutez ce que ça donne. Pourquoi Google s'appelle Google ? Je peux vous poser une question ? Alors, question ? Quelle étrange question. Vous avez des questions ? C'est l'occasion de mourir moins con. Vous voulez savoir si Serge Reggiani est mort ? Vous voulez connaître l'âge de Michel Drucker ou les prochains horaires de ciné ? Un seul réflexe, Google. Parce que Google a réponse à tout et que même nos parents sont au courant. Google est ton ami. Enfin, c'est ce qu'ils disent, je suis pas certain de ça. Alors oui, Google est notre ami en termes de recherche sur Internet, et parce qu'on est du genre à prendre soin de nos amitiés, nous sommes en droit de découvrir le passé de notre pote Google et de lui poser cette question. Mais pourquoi tu t'appelles comme ça ? À quoi pensaient tes parents ? On ne te laissera pas appeler ton fils comme ça, tu n'auras pas le droit. Alors, les parents de notre cher Google ne sont autres que Larry Page et Sergey Brin. À l'époque, nos deux étudiants créent le moteur de recherche Google, mais qu'ils n'appellent pas encore Google. Bref, quand Google débarque, nous sommes en 1995. Mais pourquoi nommer Google Google ? Eh bien, si Google s'appelle ainsi, c'est en référence au mathématicien américain Edward Kastner, qui en 1938 s'est fixé un objectif, trouver un mot pour désigner le chiffre 1 suivi de 100 zéros, soit 10 puissance 100. Hey ! Encore zéro ! L'histoire voudrait que son neveu l'ait aidé pour trouver ce mot, alors qu'Edward le questionne, le petit de 8 ans, inspiré, répond systématiquement « Google ». Peut-être parlait-il la bouche pleine, en tout cas le mathématicien adore. Donc voilà comment aujourd'hui, Google est un nombre entier égal à 10 puissance 100. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi ! C'était un podcast Genside. Donc voilà, très sympa ce podcast. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est de ne pas être réellement quotidien. On le retrouve tous les 2-3 jours. Mais sinon, ouais, c'est vraiment sympa, c'est bien produit, c'est bien illustré, vraiment très bien. Et ça cartonne en audience. Et oui, le podcast Mourir moins con qui est la 6e place du classement des podcasts en septembre 2020, le classement de la CPM qui relève 365 000 téléchargements mensuels. Alors Garde Business est à la 28e place avec 58 000 téléchargements au cours du mois de septembre, alors qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes ce mois de septembre, donc c'est vraiment un score très honorable. Et si on raisonne sur le plan groupe, Prisma Media, c'est plus de 690 000 écoutes dans le monde sur le mois de septembre. Alors, est-ce qu'il y a des objectifs d'audience globalement qui expliqueraient d'ailleurs que certains podcasts ont été arrêtés, ou est-ce que pour l'instant tout est au stade expérimental, sans réelle considération économique, en dehors des podcasts en partenariat avec Wondery, on en a parlé tout à l'heure? Les deux. Il y a beaucoup de choses qu'on expérimente. Il y a beaucoup de choses qui reposent quand même, il faut le dire, aujourd'hui sur la volonté des animateurs et animatrices de nos podcasts, qui sont pour la plupart les journalistes de nos rédactions, qui font ça souvent en plus, par passion, par intérêt. Donc il faut quand même qu'ils aient le temps de se consacrer à ces projets. Ensuite, il y a des podcasts qui sont prévus pour avoir une durée limitée. Je pense notamment en ce moment, on a un très bon podcast avec Ça m'intéresse Histoire, qui est le magazine d'histoire de Ça m'intéresse, un podcast qui s'appelle Charles par de Gaulle, qui raconte l'histoire et la vie du général de Gaulle, qui a été lancé à l'occasion de l'anniversaire de l'appel du 18 juin. C'est des épisodes hyper bien produits, un vrai storytelling. C'est vraiment bien fait, je vous invite à les écouter.
Ensuite, sur l'audience, non, on teste des choses, on espère et on essaye, comme tout le monde, faire le plus d'audience possible. Après, c'est compliqué de mesurer réellement. Alors, le groupe revendique un ordre de 10 millions d'écoutes cumulées en 2019. Et donc, si je parle audience... La même chose rien qu'au premier semestre 2020. Pour la première moitié, les 6 premiers mois de 2020, on a déjà fait 10 millions. 10 millions, d'accord. Alors, si je parle audience, forcément, tu me vois venir. On va parler modèle économique. Depuis l'été 2020, Prisma commercialise son inventaire audio en programmatique avec Audion. Des spots de pub sont insérés au moment de la requête, donc au moment où l'auditeur lance la lecture ou le téléchargement. Donc c'est principalement du pré-roll, c'est-à-dire en début d'épisode. Mais il y a aussi du sponsoring, notamment on a pu t'entendre faire du host read, à savoir mettre en avant la solution de communication. Je crois que c'était Slack. Tu faisais la promotion pour Slack. Oui, dans une des dernières saisons, c'est Slack qui était partenaire de Guerre de Business. On a 3 façons, en gros, de commercialiser aujourd'hui nos podcasts. La première, c'est effectivement la publicité programmatique qui est vendue via une sous-régie, c'est Audion. Donc là, en fait, un annonceur va vouloir acheter X milliers ou millions d'écoutes, il va acheter un volume d'écoutes, peu importe finalement le podcast sur lequel la publicité va être diffusée. Donc on va trouver cette pub sur l'ensemble de nos podcasts qui touchent la cible qui intéresse cet annonceur. Et le deuxième modèle, c'est un annonceur qui va vouloir s'associer spécifiquement à un programme parce que l'image lui plaît, parce qu'il touche une cible encore plus précise, parce qu'il a vraiment envie d'avoir un partenariat privilégié avec ce contenu et ce programme. Ça a été le cas donc avec Guerre de Business où effectivement la première saison a été sponsorisée par Salesforce, puis on a eu ce partenariat avec Slack et là ils achètent en gros un nombre d'écoutes. Donc la campagne est diffusée et quand le nombre d'écoutes est réalisé, on ne l'entend plus. Et le troisième modèle qu'on développe aussi pas mal, c'est du brand content, c'est-à-dire des podcasts, des programmes qu'on conçoit spécifiquement pour une marque. Alors, il y a des exemples de podcasts en brand content produits par Prisma? Par Prisma, oui. Par exemple, on a lancé récemment un programme qui s'appelle Code RH avec Capital pour un cabinet d'avocats qui s'appelle Fromont-Briens. Donc, c'est des podcasts sur le droit du travail avec ce cabinet qui est spécialisé là-dedans. On a lancé un podcast qui s'appelle Il était un poids pour Dossi, qui est fait en partenariat avec Ça m'intéresse, en tout cas qui est médiatisé via le site de Ça m'intéresse. J'aime bien le titre. On a fait un podcast qui s'appelle Pas de retraite pour le sexe pour Téna, donc sur un public plutôt féminin senior. Il se trouve qu'on a Femmes Actuelles et Femmes Actuelles Seniors qui nous permettent également de mettre en avant ces podcasts. L'idée, globalement, à chaque fois, quel que soit d'ailleurs le podcast, c'est de profiter de la puissance, de la notoriété, de la légitimité de nos marques, pouvoir mettre en avant ces contenus. C'est vrai que c'est très intéressant ce que fait Prisma, et finalement, Prisma a fait ça déjà pour la vidéo, a fait ça pour ses articles texte en web, et maintenant le fait en audio. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Alors le podcast, en termes de volume, c'est par contre largement moins significatif qu'en web ou en vidéo. Surtout, la mesure d'audience des podcasts est vraiment plus problématique. Comme on l'a démontré lors du dernier épisode, les chiffres peuvent être facilement manipulés. Finalement, on se rend compte que la pub n'est peut-être pas le modèle, on va dire, le plus pertinent pour le podcast, du moins aujourd'hui en France. Enfin, ça, c'est mon avis. Quel est le tien ? Moi, je pense que c'est un modèle, qu'il y en a sans doute d'autres. On a commandé une étude via notre régie publicitaire auprès d'un institut il y a quelques mois qui disait que les Français étaient prêts à payer entre 2 et 4 euros pour un épisode s'il est jugé qu'il était vraiment qualitatif et qu'il leur apportait quelque chose. Donc, je pense qu'il y aura une offre payante qui va sans doute se développer. Et puis peut-être pour des contenus plus de divertissement, plus à consommer au quotidien, parler des flash infos, de Capital, le flash écho ou des programmes plus ludiques. Je pense que la publicité reste malgré tout un bon modèle. Et je pense que les deux modèles sont pas incompatibles. Il y a un podcast de Prisma Media que je suis avec passion, 21 millions avec Grégory Raymond. C'est un excellent podcast sur les crypto-monnaies, sur les technologies blockchain. Et la particularité de ce podcast, c'est qu'il est décliné en newsletter et en newsletter payante également. Exactement. Alors, 21 millions, le podcast, c'est ça. Écoutez. Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bonjour
Bonjour à tous, c'est le retour de 21 millions, le podcast Crypto Pédago qui vous explique simplement le Bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain. Je suis Grégory Raymond, journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la finance décentralisée, un secteur que vous pouvez aussi rencontrer sous le terme de DeFi. Alors derrière cette appellation, on retrouve le concept de décentralisation propre aux crypto-monnaies qu'on applique cette fois aux principes et aux mécanismes de la finance. Ça peut paraître compliqué, mais pour faire simple, imaginez des produits financiers comme un compte épargne ou des prêts, mais que l'on pourrait contracter grâce à un programme informatique sans qu'un banquier mette son nez dedans. En gros, une banque sans banque. Les bénéfices sont multiples. On bénéficie de meilleurs taux, les coûts sont réduits, les contrats exécutés plus rapidement et certaines décisions sont dépolitisées. Pour nous parler de ce secteur émergent au fort potentiel, je reçois pour cet épisode Brice Berda qui appartient à l'équipe en charge du développement du portefeuille numérique Monolith. Bonne écoute et surtout ne manquez pas la newsletter 21 millions qui s'apprête à débarquer ce mois-ci. 21 millions, le podcast de Prisma qui vient de sortir une déclinaison en newsletter payante. Donc, cette offre a été lancée début automne 2020. Et je trouve ça vraiment intéressant de tester ce modèle économique. Finalement, le fait d'avoir des offres payantes, d'avoir un lien si fort et direct avec son audience, c'est très intéressant. Et peut-être une piste de monétisation pas assez considérée par les différents groupes médias. Puis justement, Wondery qui a lancé récemment Wondery Plus, un abonnement mensuel avec une application pour écouter tous les contenus du studio sans pub et aussi avec des exclusivités et des avant-premières. C'est $5 par mois ou $35 par an, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai qu'avec la publicité intervient aussi des intermédiaires, ce qui fait qu'au final, l'éditeur se retrouve avec une part du gâteau bien trop faible, de l'ordre de 50% du budget de l'annonceur en moyenne. Donc du coup, est-ce que les abonnés de Capital ou Management pourraient avoir accès à un flux RSS privé avec du contenu exclusif, par exemple ? Oui, c'est effectivement une piste de réflexion. C'est quelque chose qu'on envisage. On pourrait imaginer plein de types de contenus différents qui seraient réservés soit à nos abonnés, soit accessibles de façon payante. Alors Prisma Media et le groupe M6 sont un actionnaire en commun, Bertelsmann, ce qui explique pourquoi ensemble vous avez lancé AudioNow, une application pour écouter les podcasts des différentes entités. Alors pour être franc, j'ai été surpris du lancement d'une telle application, parce qu'il y a déjà de nombreuses plateformes pour écouter les podcasts. C'est déjà assez difficile de s'y retrouver, car certains contenus sont dispo à certains endroits et pas à d'autres. Pour moi, AudioNow n'apporte rien de plus comparé aux autres interfaces en tant qu'auditeur. Alors certes, c'était un succès en Allemagne, mais pourquoi ce serait aussi un succès en France ? Aujourd'hui, il y a un vrai problème d'accès au podcast pour les gens qui ne sont pas des habitués. Il se trouve qu'avec M6, RTL et Prisma, on a des marques très grand public. On pense qu'on peut intéresser un public très très large qui ne connaît pas, qui n'a pas encore découvert ces podcasts. L'idée de AudioNow, c'était de construire une plateforme qui soit ouverte à un maximum d'éditeurs et avec une vraie mise en avant éditoriale, d'une sélection par durée d'écoute, par moment de vie aussi. On peut aller dans je sais pas, par exemple, ambiance plutôt travail, je fais le ménage, je suis avec les enfants, je passe une soirée avec des amis. Enfin, on a essayé de concevoir comme ça des recherches thématiques autour de moments de vie pour faciliter la découverte de podcasts. Et puis, avec aussi l'idée qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir de la data sur qui écoute quoi et comment. Les différentes plateformes ne donnent pas forcément accès aux mêmes informations. Et nous, on a voulu vraiment créer une plateforme qui soit très, très ouverte pour les éditeurs et tous les podcasteurs et qui donne réellement accès à l'ensemble de la data et un maximum de data. Alors c'est vrai que tu disais que c'était ouvert et effectivement j'ai testé, et j'ai essayé de soumettre des ondes vocast et j'ai effectivement été accepté très rapidement. Il n'empêche qu'on a quand même du mal à comprendre la stratégie en termes de contenu et on a surtout du mal à voir comment attirer cette audience, parce que ce qui me surprend par exemple, c'est que les émissions phares de RTL, qui appartient au groupe M6, telles que les grosses têtes, ne sont pas présentes. D'autres acteurs comme le groupe Altis sont aussi de la partie, mais idem, les shows phares de RMC ne sont pas présents. J'ai un peu l'impression qu'on va avoir deux plateformes, AudioNow pour les podcasts non issus d'une diffusion en linéaire et d'un autre côté les émissions de radio à la réécoute sur la plateforme commune des radios au nom de code Cosmos qui devrait sortir en janvier 2021. C'est vrai que voilà, pour l'instant AudioNow se concentre sur le podcast natif et on n'a pas les podcasts le replay radio qui va aller plutôt vers cette autre appli. Mais bon, après les choses peuvent aussi évoluer. C'est vrai que ce serait sans doute plus simple d'avoir
un seul accès pour un maximum de contenu. C'était un peu une provoque quand je disais qu'il n'y avait pas d'apport supplémentaire pour l'auditeur. Alors je suis un peu de mauvaise foi parce qu'en réalité il y a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes, notamment le journal le JT du management qui est par exemple proposé sur AudioNow 24 heures avant les autres plateformes. Avec M6, RTL et Prisma, on s'est engagé à proposer nos contenus en exclusivité sur AudioNow. Alors pour certains c'est 24 heures à l'avance quand c'est des formats un peu d'actu et régulier. Donc là, le journal du télétravail, il est 24 heures. Les épisodes sont publiés 24 heures plus tôt sur AudioNow. Il y a d'autres podcasts qui ont un mois d'exclus. Alors c'est marrant parce qu'au final, j'ai l'impression que l'objectif à long terme, ce serait d'abandonner la diffusion en podcast via flux RSS. En fait, l'idée que de ne donner accès au contenu qu'à partir d'interfaces maîtrisées par les éditeurs, notamment pour régler les problématiques de données d'audience et puis surtout pour limiter tous les intermédiaires qui sont assez souvent des freins pour votre diffusion. Plus les podcasts sont diffusés, mieux c'est. Après, c'est vrai que c'est important d'avoir assez vite des mesures d'audience qui soient fiables et des données qui soient comparables. Là, ça nous oblige très concrètement pour consolider l'audience de nos podcasts, on est obligé de prendre les données qui viennent de plein de sources différentes. Je pense que pour les podcasts, en tout cas, qui seront avec un modèle soit totalement gratuit ou un modèle publicitaire, plus la diffusion est large, mieux c'est. Après, la diffusion sera contrôlée ou maîtrisée pour des podcasts réservés à des abonnés. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, plus tard sur AudioNow, on pourrait avoir, entre guillemets, un lien entre nos abonnements des divers magazines Prisma et notre compte sur AudioNow pour avoir justement accès à des contenus exclusifs en tant qu'abonné? Pourquoi pas, oui. C'est vrai que ce serait intéressant, en tout cas, d'imaginer ça. Pour terminer, quel matériel et outils utilises-tu pour produire les podcasts comme en Garde Business ou même, dans une autre mesure, le journal du télétravail? Ouais, alors chez Prisma, on a la chance d'avoir deux ingénieurs du son ou sound designers qui travaillent pour nous, donc qui travaillent beaucoup sur l'habillage, le montage, l'enregistrement d'un certain nombre de podcasts. Après, Guerre de Business, c'est particulier, comme je le disais, on travaille avec un studio qui fait vraiment du doublage, c'est encore une autre façon de travailler. Par exemple, pour un podcast comme le journal du télétravail que je fais moi dans mon coin, j'utilise un micro Yeti. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Audacity pour monter parce que c'est un logiciel qui était facile à installer à distance pour notre service informatique au début du confinement. Et je me suis habitué à travailler avec, ça fonctionne très bien. Et comme c'est un podcast qui fonctionne, qui est surtout, ce sont des interviews à distance, j'ai découvert Zencastr, qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui là tous les deux, qui est une plateforme vraiment super pour enregistrer à distance. Voilà. Alors dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, je crois que j'ai changé de micro pour la nouvelle saison et je l'avais mal réglé, donc c'est un peu saturé. Donc voilà, mais c'est les aléas conditions télétravail, du homemade. Des ondes Vocast.